Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Bonjour Paul. Bonjour Agathe. On va parler, Mathilde Panot, des nouvelles menaces de Donald Trump contre la France. Que feriez-vous au pouvoir? Mais d'abord, Sébastien Lecornu a tranché. Il y aura un 49.3 sur le budget. Il l'a annoncé hier après un conseil des ministres. Nous avons décidé, je dois le dire à titre personnel, avec une certaine forme de regret et d'un peu d'amertume, mais d'engager la responsabilité du gouvernement, ce que je ferai demain sur la partie recette du projet de loi de finances. Mathilde Panot, vous étiez contre le budget, contre le 49.3. Est-ce que c'est un échec ? C'est un échec d'abord du gouvernement Lecornu lui-même, qui était déjà, et nous le savions, un gouvernement minoritaire, un gouvernement illégitime. Je rappelle que depuis 2022, la Macronie a été battue 3 fois dans les urnes, qu'ils ont d'ores et déjà utilisé 28 49.3 et que M. Lecornu est le 5e Premier ministre. Mais en plus donc d'être un gouvernement minoritaire, eh bien c'est un gouvernement de menteurs, puisqu'ils avaient promis de renoncer au 49.3 et qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'ont aucune majorité. Rendez-vous compte, en commission, il n'y a même pas eu une voix pour un budget qui est dangereux pour le pays. Et donc, évidemment, nous le censurerons. Pour vous, c'est donc un passage en force, mais quelle est votre alternative concrète pour faire enfin passer un budget aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Bien, je vais vous dire ce que nous disons depuis des mois et vous direz qu'au moins nous avons, nous, une cohérence sur cette question-là. Depuis des mois, nous disons qu'il n'est pas possible que Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs continuent la même politique coûte que coûte dont plus personne ne veut dans le pays. Et que donc, quand nous sommes dans une situation d'impasse telle que celle-ci, la seule solution reste le retour aux urnes et le retour devant le peuple pour avoir des élections. Nous disions des élections présidentielles, mais nous sommes prêts et prêtes à n'importe quelle élection. Et vous avez vu que dès que le gouvernement Lecornu a dit « si une motion de censure passait, alors il y aura dissolution », c'est qu'il met là un chantage et que nous avons des forces politiques comme le Parti socialiste qui ont peur de revenir devant les urnes. Eh bien, ne leur en déplaise, il y aura quand même des élections. Si ce n'est pas la dissolution, ce seront les élections municipales les 15 et 22 mars prochains. On va y revenir. Et j'invite tout le monde à s'en emparer. On peut vraiment parler de passage en force, Mathilde Panot, quand certains réclamaient le 49.3 parce qu'ils estimaient que c'était important que la France ait un budget et ne se contente pas d'une loi spéciale. Même certains à gauche réclamaient ce 49.3. Nous avons un budget. Vous l'avez dit, c'est une loi spéciale. C'est un budget que nous avons. Et ça vous suffit, la loi spéciale, à la France insoumise? Quand vous êtes dans une situation d'impasse, quelle autre solution? Je vous rappelle que ça fait des mois. Nous avons d'abord discuté du budget depuis novembre dernier. Ensuite, il y a eu le vote de la loi spéciale. Nous sommes en train de rediscuter du budget et donc ils utilisent un passage en force qui est le 49.3. Excusez-moi, mais rappelez-vous d'un Premier ministre qui disait « les parlementaires pourront voter ». Nous n'avons jamais été dans un moment aussi parlementaire de la Ve République et à la fin, nous ne pouvons pas voter et il n'y aura pas un 49.3, mais 3 49.3 qui vont être activés. Donc nous ne serons jamais d'accord avec cela et nous défendons la dignité du Parlement, la dignité de la démocratie et donc nous déposons une motion de censure que j'invite l'ensemble des parlementaires à voter. Et justement, écoutez la réaction d'Olivier Faure, le patron du PS, à ce dépôt d'une motion de censure de la part de la France insoumise. La votera-t-il ? Bon, on n'a pas encore vu la copie finale, mais de ce que je comprends, de ce que nous dit le Premier ministre, effectivement, ces conditions seront remplies. Donc vous ne censurerez pas le gouvernement? Donc nous ne censurerons pas le gouvernement. Ça va être la question posée ce matin au groupe parlementaire, mais effectivement, c'est ce que je plaiderai auprès d'eux. À quoi ça sert de déposer une motion de censure si elle a aussi peu de chances d'aboutir, sachant que le Parti socialiste ne la votera pas? Alors d'abord, nous avons un principe, dès qu'il y a un 49.3, nous refusons de banaliser le recours au passage en force. Nous déposons une motion de censure, c'est la première chose. Et nous avons d'ailleurs proposé à la fois au groupe communiste, au groupe GDR, mais aussi au groupe écologiste de la déposer avec nous, ce qui devrait probablement se faire. Ils en discuteront ce matin en groupe. Ça, c'est la première chose. Donc une motion de censure commune avec les écologistes? Oui. La deuxième chose, c'est que lorsque vous avez un 49.3, je vous rappelle que la seule manière de faire tomber le texte, et donc le budget, c'est de voter la censure du gouvernement. Et donc, ceux qui, comme le Parti socialiste, ne voteront pas la motion de censure, seront de fait d'accord avec le budget. Et vous savez qu'il y a une règle dans toutes les démocraties et dans toutes les assemblées. Quand vous votez le budget, alors vous appartenez à la majorité. Et quand vous ne votez pas le budget, vous appartenez à l'opposition. Mais la déclaration d'Olivier Faure condamne votre motion de censure de fait. Elle ne peut pas passer sans le socialiste. Vous savez à combien de voix a échoué la motion de censure que nous avons fait la semaine dernière? Si je dis pas de bêtises, 32. À 32 voix. Donc il suffit qu'il y ait quelques députés socialistes,
je ne sais pas, quelques députés des Républicains qui ne soient pas d'accord sur telle ou telle chose. Vous pensez que les Républicains vont voter avec la France Insoumise? Comment? Vous pensez que les Républicains vont voter avec la France Insoumise? Mais c'est tout à fait possible, oui. Je rappelle que c'est nous qui avons fait tomber sur notre propre motion de censure le gouvernement Barnier. Vous vous en rappelez? Bien sûr. C'était la France Insoumise qui la défendait. Donc, ça s'est déjà vu. Et donc, nous pouvons avoir une majorité sur cette motion de censure. En tout cas, nous n'avons pas abandonné le fait de faire tomber le gouvernement Le Cornu et de dire que le président Emmanuel Macron doit s'en aller, car il n'est pas possible de continuer pendant 18 mois de cette manière-là. Mais je veux insister sur un point. Nous sommes face à un budget qui est dangereux pour le pays. 20 milliards de coupes fait peser un risque de récession économique sur le pays qui est extrêmement dangereux. Et peut-être avez-vous vu les chiffres qu'Oxfam a sortis hier sur le sécessionnisme fiscal des riches, qui fait que 53 milliardaires aujourd'hui possèdent autant que 32 millions de Français. Rendez-vous compte à quel point nous sommes arrivés, au point que ce qui a été capté par quelques individus, ces quelques milliardaires, correspond, dit Oxfam, à l'équivalent de plus de 10 000 postes d'enseignants payés pour 400 ans. Voilà à quel niveau d'inégalité nous sommes arrivés dans ce pays, et c'est inacceptable. Mathilde Panot, sur le fond du budget, vous accusez les socialistes de soutenir le gouvernement. Eux vous répondent qu'ils se sont sentis utiles quand vous étiez dans le commentaire. Utiles pourquoi? Parce que certaines de leurs propositions sont désormais dans ce budget. Quelques exemples concrets. Ils ont obtenu l'augmentation de la prime d'activité pour les revenus modestes. Vous, les Insoumis, qui veniez à l'Assemblée avec des pâtes et des boîtes de conserve pour dénoncer la baisse de 5 € des APL, on parle de 50 € en plus par mois. Vous trouvez normal que ce soit les contribuables français qui payent à la place de grandes boîtes comme McDo, comme Carrefour ou comme d'autres une augmentation de salaire pour les plus modestes dans ce pays, et que ça ne soit pas justement ces mêmes multinationales? Ce sont les grandes entreprises qui vont être mises à contribution aussi pour financer ces mesures. Attendez, c'est autre chose. Là, je vous parle de la prime d'activité. Vous trouvez normal que ce soit les impôts des Français qui n'aillent pas à l'hôpital public? Par exemple, vous vous rendez compte que dans le budget de la sécurité sociale, il y a 4 milliards en moins encore cette année sur l'hôpital public, alors que 3 personnes viennent de mourir seulement en 2 jours sur des brancards en attendant dans les services des urgences. Mais sur le principe, vous êtes pour ou contre l'augmentation de la prime d'activité à LFI? Moi, je suis pour l'augmentation des salaires. Et je le dis, donc, si la France Insoumise avait pris le pouvoir dans ce pays, la première chose que nous aurions faite, c'est d'augmenter le SMIC et de faire une conférence sur les salaires pour augmenter les salaires de ce pays. Parce que ça suffit que les travailleurs de ce pays n'arrivent pas à vivre correctement de leur travail. Donc je vais vous dire, tous ceux qui sont les grandes victoires du Parti Socialiste, la première des grandes victoires, je rappelle, c'était l'abandon du 49.3. Chapeau les artistes, puisque maintenant, ils utilisent le 49.3. La deuxième, c'était la suspension de la réforme des retraites, qui n'est pas suspendue, mais décalée d'un an, qui leur a fait approuver le principe de la retraite à 64 ans. Et ensuite, quelques miettes dont ils disent qu'ils ont eu des choses. C'est les miettes, les repas en euros pour les étudiants. Exactement. Mais ça a été voté par l'Assemblée nationale. Ça a déjà été voté par l'Assemblée nationale. Mais c'est dans le budget, Mathilde Panot. Oui, enfin vous d'accord. êtes contre? Mais non, vous vous rendez compte que d'un côté, on va donner... Vous savez combien ça coûte le repas en euros? 60 millions. Mais de l'autre côté, on enlève 200 millions dans ce budget à la vie étudiante. Donc en fait, si vous prenez toutes les petites miettes qu'ils ont eues, je rappelle que le Parti Socialiste avait fait un contre-budget avec 20 propositions. Dans ces 20 propositions, il y avait la taxe Zuckman, la taxe GAFAM qu'il fallait augmenter, etc. Combien ont été mis dans ce budget de ces grandes propositions qui étaient faites par le Parti Socialiste? 0. Donc c'est un échec, vous voulez dire, pour le Parti Socialiste? Donc en fait, mais oui, mais vous avez un Parti Socialiste qui dit « Attention, s'il n'y a pas d'abrogation de la réforme des retraites, je censurerai. » Et puis il ne se passe rien. « Attention, s'il n'y a pas la taxe Zuckman, je censurerai. » Ce qu'ils ont dit. Il ne se passe rien, il n'y a pas la taxe Zuckman. Donc maintenant, ça suffit. Il y a quand même des grandes entreprises qui vont être mises à contribution, 8 milliards d'euros. Et d'ailleurs, le patron du MEDEF dit aujourd'hui dans les Échos, on en a marre d'être la variable d'ajustement. Les entreprises souffrent aussi. Madame Lambré, c'était dans le budget de l'année dernière et tout le monde voit que ce n'était pas mirobolant puisque tout le monde n'a pas bien vécu cette année. Vous savez combien d'entreprises sont concernées par cette taxe? 300 entreprises? Oui, et l'année dernière, combien d'entreprises étaient concernées? Davantage? 400. Et pourquoi? Parce que les petites entreprises, les établissements de taille intermédiaire sont épargnés cette fois. Vous vouliez faire contribuer les petites et moyennes entreprises? Il y a un problème qu'il y a un problème avec le fait que les grandes entreprises dans ce pays et les plus riches sont encore plus épargnés dans ce budget, contribuent encore moins que le budget de l'année dernière où on leur demandait déjà des miettes. Donc, ce n'est pas acceptable dans notre pays que les ultra-riches paient 2 fois moins d'impôts que le reste des contribuables. Nous demandons de la justice et il est possible de faire tout autrement que ce budget qui, encore une fois, risque de plonger le pays dans une récession qui serait catastrophique, notamment pour l'immense majorité sociale du pays. Avant le fil info et de vous interroger justement
justement sur les dérèglements internationaux, j'aimerais vous interroger sur une déclaration du Premier ministre Sébastien Lecornu, que vous qualifiez ce matin donc de menteur. Il vous accuse, je le cite, d'être des tireurs couchés qui tirent dans le dos de l'exécutif avec des motions de censure, alors que, je viens de le dire, le pays doit affronter des dérèglements internationaux. Qu'est-ce que vous lui répondez sur le moment que vous choisissez? Je lui réponds que M. Lecornu a définitivement du mal avec la démocratie. Non seulement il refuse de respecter le résultat des urnes, mais il ne comprend pas que dans une démocratie, il y a une majorité, il y a une opposition. Et quand vous parlez de ce qui a été dit à ce moment-là, c'était une motion de censure dont c'était un devoir pour nous de la déposer, contre le fait qu'on va nous imposer un accord avec le Mercosur, qui est le plus grand traité de libre-échange jamais négocié entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, qui signifierait la fin de l'agriculture paysanne et familiale dans notre pays, avec des agriculteurs qui sont évidemment très mobilisés, et avec une responsabilité directe d'Emmanuel Macron, qui certes a voté non, mais qui pendant 8 ans n'a rien fait pour cela. Et j'invite tout le monde à regarder ce qui va se passer au Parlement européen ce mercredi, car mercredi, il y aura l'examen de notre résolution qui vise à ce que le Parlement européen, des insoumis au niveau du Parlement européen, saisisse la Cour de justice de l'Union européenne, qui pourrait suspendre l'accord du Mercosur. Et donc, évidemment, nous allons regarder ce que chacun et chacune votera à ce moment-là. Et c'est sûrement nous qui permettrons d'arrêter cette folie d'un autre siècle. Les insoumis qui permettront d'arrêter le Mercosur. Oui, puisque c'est notre résolution, notre initiative qui sera examinée mercredi. Et si elle est adoptée, eh bien, le traité sera suspendu probablement pendant plusieurs années, ce qui nous permettra de gagner cette bataille, je l'espère. Dans un instant, Mathilde Panot, on va vous demander ce que vous feriez, vous, France Insoumise, au pouvoir face aux menaces de Donald Trump. Mais tout de suite, il est 8h45 et c'est l'info en 1 minute avec Maureen Sugnard. La France juge inacceptables et inefficaces les menaces de Donald Trump. Le président américain affirme ce matin qu'il instaurera une taxe de 200% sur les vins et champagnes français si Emmanuel Macron ne participe pas à son Conseil de la paix, une nouvelle institution à la main de Donald Trump pour résoudre les conflits mondiaux. De son côté, Emmanuel Macron propose à Donald Trump d'organiser à Paris jeudi un sommet du G7, les 7 plus grandes puissances économiques mondiales. Il propose aussi d'inviter les Russes en marge de la réunion. Cela serait une première depuis le début de la guerre en Ukraine il y a 4 ans. L'Espagne débute ce matin 3 jours de deuil national après la collision entre 2 trains dans le sud du pays dimanche soir. Accident qui a fait au moins 40 morts, 41 personnes sont encore hospitalisées. Les secours recherchent toujours des potentielles victimes sur les lieux du drame. Et puis c'est du jamais vu, un Français sera titulaire lors du All-Star Game, ce match qui réunit les meilleurs basketteurs du championnat américain. Victor Wembanyama, le basketteur français de 22 ans, est sélectionné. Avant lui, les Français Tony Parker, Joachim Noah et Rudy Gobert avaient été sélectionnés, mais seulement comme remplaçants. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Landray, Paul Larouturou. Avec Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, députée du Val-de-Marne, Donald Trump veut créer un conseil de paix à sa main pour promouvoir la stabilité dans le monde, Paul. Mais oui, c'est la nouvelle idée de Donald Trump que vous avez entendue dans le journal de Maureen Sugnard. Trump invite, mais la France n'entend pas donner de suite favorable à ce stade, a fait savoir l'entourage du président. Alors ce matin, le président américain menace. S'il refuse, j'imposerai des droits de douane de 200% sur ses vins et ses champagnes et il adhérera. Mais comme vous le savez, il ne sera plus en fonction dans quelques mois. Quelle vous paraît être la bonne stratégie, Madame Panot, face à Mister Tax ? D'abord, je le dis comme opposante au président de la République, mais Emmanuel Macron a tout à fait raison, ainsi que la diplomatie française, de refuser de se joindre à ce Conseil de paix de Gaza, qui est évidemment une manière pour Trump non seulement de finir de décrédibiliser la seule organisation qui est légitime à faire cela, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies, mais qui est en plus une négation extrêmement grave du droit international et notamment du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Donc évidemment, la France ne peut pas et ne doit pas participer à cela. Quant à la manière dont Trump nous parle, qui est humiliante avec notre pays, il ne faut rien céder. Et je le dis parce que ce n'est pas la première fois que Trump nous menace de cette manière, notamment sur la question des vins. Vous avez vu qu'il n'y a pas un an de cela, mais il y a seulement quelques semaines de cela, alors que l'Assemblée nationale votait et s'apprêtait à voter, et d'ailleurs a voté à un moment, l'augmentation d'une taxe GAFAM, eh bien c'est le chantage là aussi qui a fait reculer la France, notamment sur la question des droits de douane sur les vins et les champagnes. Il est inadmissible que nous cédions devant le président états-unien, et je le dis, capituler devant Trump, céder devant Trump ne sert à rien. Il faut donc
tenir bon, aider les producteurs de vin et de champagne s'il le faut. Je crois qu'il n'y a pas de problème de qualité de produits français. Ne pas céder, ne pas capituler, mais sur le fond, pardon Mathilde Panot, Donald Trump a aussi convié Vladimir Poutine et la Chine à son conseil de paix. Vous qui plaidez pour sortir de la soumission à la logique atlantiste et à l'OTAN, est-ce que ça vous paraît pas une bonne chose? Mais pas du tout. Vous vous rendez compte que qui serait le président à vie de ce conseil de paix? Donald Trump lui-même. Toutes les décisions seraient prises par Donald Trump lui-même. Et je vais vous dire, l'instance du multilatéralisme, l'instance du droit international reste l'Organisation des Nations Unies. Donc, il ne faut pas céder au président des États-Unis. Et par contre, je le dis, puisque le génocide continue toujours à Gaza, que vous savez qu'il y a un cessez-le-feu qui est un cessez-le-feu de papier, puisque 480 Palestiniens ont été tués depuis 3 mois, dont 100 sont des enfants, et un cessez-le-feu qui tue en moyenne un enfant par jour n'est pas un cessez-le-feu. On parle de plus de 1000 violations du cessez-le-feu par Israël et par Netanyahou. Et donc, il faut là aussi agir. Et vous vous rendez compte que la France et l'Union européenne n'ont décidé d'aucune sanction. Et pour agir, celles et ceux qui nous écoutent peuvent signer l'initiative citoyenne européenne qui a été lancée la semaine dernière et qui compte d'ores et déjà 300 000 signataires. Si nous atteignons 1 million de signataires, nous pouvons suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Et je crois que c'est extrêmement important de le faire. Donc, allez signer cette initiative. En plus de menacer de taxer à 200% de droits de douane les vins et les champagnes, Donald Trump, il fait autre chose ce matin. C'est rarissime. Il publie un message privé d'Emmanuel Macron que je vous traduis et que je vous livre in extenso. Vous le voyez en anglais sur le canal 16. Mon ami, écrit Emmanuel Macron, nous sommes totalement alignés sur la Syrie. Nous pouvons faire de grandes choses sur l'Iran. Je ne comprends pas ce que vous faites au Groenland. Essayons de construire de grandes choses. 1. Écrit Emmanuel Macron, je peux organiser une réunion du G7 après Davos à Paris jeudi après-midi. Je peux inviter les Ukrainiens, les Danois, les Syriens et les Russes en marge. 2. Dînons ensemble à Paris jeudi avant que vous ne repartiez aux États-Unis. C'est signé Emmanuel. Que pensez-vous et de la méthode et du fond du message? Alors, sur la méthode, c'est évidemment inadmissible. Et là encore, nous n'acceptons pas que notre pays et le président, aussi détesté soit-il à l'intérieur, soit humilié de cette manière à l'international. Donc, sur la méthode, c'est inadmissible et inacceptable que le président états-unien publie le SMS du président français. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, qui est peut-être plus inquiétante, c'est que Emmanuel Macron a l'air de continuer sur une stratégie où il pense que, en étant assez flagorneur vis-à-vis de Donald Trump, eh bien, Donald Trump pourrait changer d'attitude vis-à-vis de la France. Parce qu'il lui écrit « Je ne comprends pas ce que tu fais sur le Groenland ». C'est pas flagorneur, ça. Il ne dit pas, par exemple, qu'il n'est absolument pas d'accord avec le chantage qui est fait, par exemple, sur les producteurs de vin et de champagne de ce pays. Il ne le dit pas dans ce SMS. On ne sait pas à quel moment il a envoyé ce message. Si ça se trouve, c'était avant. Comme une déclaration officielle, quelque chose qui a été révélé de cette manière-là. Mais je le dis parce que je suis inquiète d'un certain nombre d'actes qui ont été posés depuis maintenant 6 mois, 1 an. Le fait, par exemple, que le président français a accepté cet été qu'on lui impose un tribut pour l'OTAN à hauteur de 5% des dépenses militaires d'un pays pour acheter des milliards et des milliards d'armes états-uniennes. Le fait qu'il accepte qu'on impose dans l'accord qui a été signé aussi cet été non seulement 15% de droits de douane de la part des États-Unis, mais par exemple un engagement à acheter à hauteur de 750 milliards de produits énergétiques, ce qui est évidemment absolument scandaleux. Et rendez-vous compte que le 3 janvier dernier, lorsqu'il y a eu une agression des États-Unis sur le Venezuela en violation totale du droit international, la réaction du président français a été tellement faible pour ni ne condamner, ni ne citer l'agresseur, que oui, que ça a été quand même partagé par Donald Trump. Donc, excusez-moi d'être inquiète du fait que nous sommes en train de nous coucher devant les États-Unis et son dirigeant d'extrême droite et faire preuve de faiblesse n'est absolument pas la solution. Et pire que cela ouvre la voie aux pires violations du droit international et aux pires chantages derrière. Est-ce qu'on se couche devant les États-Unis quand la France et d'autres pays européens envoient une mission militaire de reconnaissance au Groenland face aux menaces de Donald Trump? Ça, c'est une bonne chose? Oui, je pense que c'est une bonne chose que la France ait participé à un exercice. Mais je vais vous dire, il faut répondre sur leur terrain. Il faut répondre sur leur terrain puisqu'on nous menace commercialement. Oui. À ce moment-là, il faut par exemple la taxe GAFAM dont vos confrères et consoeurs et par la force, Mathilde Panot, il ne faut pas répondre par la force. Si par exemple ces soldats étaient attaqués par les Américains, vous faites quoi demain? C'est ce qu'on essaie d'éviter. Enfin, je veux dire, si la guerre est déclenchée, on est dans une autre situation, notamment avec des accords qui nous lient avec le Danemark. Mais du coup, si la guerre est déclenchée, on est dans une autre situation. Mais vous y projetez? Absolument éviter, c'est faire en sorte. Vous préparez à la guerre potentiellement à LFI ou pas? Mais nous, je vais vous dire, nous voudrions que la France puisse s'exprimer et cette fois-ci de manière
haute et forte pour faire respecter le droit international. Et je vais vous dire, ça ne peut pas passer que par l'Europe. Vous avez peut-être vu que l'Allemagne a retiré, elle, ses troupes de cet exercice et que, du coup, il est chimérique de croire que ça passera par l'Europe. Et je pense que la France devrait participer au front du refus qui a été initié à la fois par l'Espagne, mais aussi par le Mexique, le Brésil, pour faire justement respecter ce droit international et qu'il y ait une résistance internationale. Vous voulez sortir de l'OTAN, vous êtes contre l'Europe de la défense, contrairement aux autres partis de gauche. LFI est isolée à gauche sur ce point. Comment la France se défend avec vous? Eh bien, nous avons ce qu'on appelle, Madame Landré, la dissuasion nucléaire. Face à Donald Trump. Nous sommes une puissance nucléaire. Nous sommes une puissance qui est dotée. La question, c'est de savoir quelle indépendance nous créons. Et là aussi, nous sommes inquiets de voir que nous avons un président de la République qui, depuis 8 ans, non seulement a vendu la branche énergie d'Alstom à General Electric, et a laissé faire pour 130 milliards de dollars d'achats par des entreprises états-uniennes jusqu'à, par exemple, la fabrication du Doliprane en France. Donc, il faut réduire les dépendances. Indépendante, mais seule. Ensuite, vous voulez que la France reste seule? Non, pas seule. Je viens de vous parler d'un front international du refus. Mais avec qui? Là, vous avez vu qu'il y a pour l'instant 5 pays qui se sont mis ensemble, l'Espagne, la Colombie, le Mexique, le Brésil, le Chili, pour faire en sorte de dire qu'ils refusaient l'impérialisme brutal des États-Unis. Je vais vous dire, il faut répondre sur le rapport de force et ne rien céder face à cela. Notamment quand vos confrères et consoeurs, je reviens sur cette question, ont révélé que les États-Unis ont fait une pression incroyable pour que nous revenions en arrière sur la taxe GAFAM, l'augmentation de la taxe GAFAM. Eh bien, par exemple, la France peut menacer d'augmenter cette taxe GAFAM et doit augmenter cette taxe GAFAM. Parce que si on cède au chantage toutes les 3 semaines, eh bien la France ne s'en sortira pas et le peuple français a le droit de vivre librement et dignement et de ne pas avoir à dépendre de je ne sais quel empire qu'on considère encore je ne sais pourquoi comme un allié alors que les États-Unis ne sont pas des alliés. Mathilde Panot, la gauche part divisée au municipal, notamment dans les plus grandes villes de France. Certaines pourraient basculer à droite. Quel est l'objectif de LFI? Est-ce que vous dites comme Sophia Chikirou, votre candidate à Paris, il ne faut pas qu'un socialiste soit élu? Mais Sophia Chikirou a dit qu'elle se présentait pour être une alternative aux socialistes qui gèrent la mairie de Paris depuis 25 ans. Et nous avons des propositions... C'est ça le combat à mener pour LFI, le combat numéro 1. Mais vous savez... c'est pas la lutte contre le RN? Mais non, mais nous menons le combat contre le RN. Nous avons des listes dans les mairies RN. Mais vous savez ce que c'est la démocratie? La démocratie, c'est plusieurs options et choix politiques qui s'offrent aux gens. Et ensuite, les gens tranchent. C'est ça la démocratie. Et donc, si vous pensez que parce qu'une ville est aujourd'hui gouvernée par un socialiste ou par je ne sais qui, eh bien, il serait sa baronnie et il appartiendrait à ce parti politique, alors vous avez un problème avec la démocratie parce que une municipalité n'appartient qu'à ses habitants et à eux seuls qui décident par leur vote quels sont les choix politiques qu'ils doivent faire. Mais donc dans un duel Dati-Grégoire, vous appelez à voter Dati nous sommes dans un duel pour faire en sorte que Sophia Chikirou soit la prochaine maire de Paris et que nous ayons des mairies à plusieurs endroits qui fassent gagner l'insoumission. Mais je vais vous dire, nous on a répondu très clairement à cette question. C'est au Parti socialiste de répondre maintenant. Nous, on a dit, si nous arrivons au premier tour en tête de la gauche, nous proposerons à l'ensemble des forces de gauche de faire et si vous arrivez derrière, pour arriver c'est la question, et je vous pose la même à Marseille, parce qu'après il y a la question la même question à Marseille et à Paris. C'est la même question. Si nous arrivons derrière nous voulons arriver devant. Voilà. D'accord, mais si vous arrivez derrière... Non, le Parti socialiste, qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Ils ont dit, nous sommes prêts à... Ça, c'est une adjointe d'Hidalgo qui dit ça. Nous sommes prêts à perdre Paris plutôt que ça aille aux Insoumis. Donc, c'est à eux de répondre à cette question-là. Et nous faisons en sorte de porter à la fois la cantine gratuite, le droit au logement, bref, des choses qui changent la vie au quotidien et qui permettent de reconquérir le pouvoir au niveau des communes. 8h57 sur France Info, c'est l'heure, je l'ai annoncé, de la question qui est retrouvée notamment sur Instagram et TikTok de France Info. Aujourd'hui, la question qui souffle sa première bougie. Aujourd'hui, jour pour jour, c'est le premier anniversaire de l'investiture, du grand retour, du grand comeback de Donald Trump. Comment vous résumeriez en une formule cette année de retour de Donald Trump? Supremacisme. Enfin, moi, je veux rendre un hommage ici à Renée Nicole Goode, cette femme de 37 ans qui a été tuée, abattue de 2 balles par un policier de l'ICE qui était en train d'observer les violations des droits humains que commet cette milice raciste de Trump. Et on voit qu'il y a une forme de résistance très forte qui est en train de se nouer aux États-Unis, avec à la fois des manifestations, des concerts qui sont faits à côté de l'endroit où ils dorment pour les empêcher de dormir. Et moi, je veux assurer
rassurer l'ensemble de ces citoyens et citoyennes qui résistent sur justement la question des droits humains, de leur soutien. LFI au pouvoir entretient des relations avec un suprémaciste, comme vous dites. Mais vous savez, la France insoumise veut que la France soit une voix indépendante au service de la paix. Donc nous parlerons à tout le monde dans un cadre multilatéral et nous ferons respecter le droit international, que ça soit à Gaza, au Venezuela, en Ukraine ou en République démocratique du Congo. Voilà quels sont les principes intangibles que nous portons et que la France devrait porter. Merci beaucoup Mathilde Panot d'avoir répondu aux questions de France Info. Merci Paul. Merci On se retrouve demain. Vous restez avec nous tout de suite, les informés avec Renaud Dely.